Bonjour à tous, je suis Ben et bienvenue dans Histoire à la carte. Au menu du jour, une vieille dame de 46 mètres de haut. La Statue de la Liberté, Lady Liberty ou de son vrai nom La Liberté éclairant le monde, est l'une des œuvres les plus connues au monde. Elle incarne dans l'imagerie populaire les États-Unis avec l'oncle Sam. Elle fut jusqu'à la construction des gratte-ciel le plus haut monument de New York. Mais faute d'entretien, elle aurait pu disparaître. Mais d'où vient l'idée de cette statue colossale ? C'est en Moselle, en 1865, chez un professeur de droit au Collège de France, Édouard Laboulé, que va germer l'idée d'un cadeau des Français au peuple américain. Un sculpteur du nom de Frédéric Auguste Bartholdi, et qui n'a que 31 ans à l'époque, trouve l'idée séduisante. Mais il faudra attendre 10 ans car les relations franco-américaines sont au plus bas, car Napoléon III avait soutenu les confédérés durant la guerre de sécession, puis viendra la guerre franco-prussienne qui verra les États-Unis soutenir les Prussiens. C'est de bonne guerre. Pendant ce temps, le sculpteur français, fasciné par les statues gigantesques telles que le colosse de Rhodes ou les statues égyptiennes, essaye de vendre un projet de statue colossale à Ismaël Pacha, le souverain d'Égypte. Il le rencontre lors de l'exposition universelle de Paris de 1867 et lui propose de placer sa statue à l'entrée du canal de Suez. Voici son projet qu'il intitule « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie ». C'est une statue de 46 mètres de haut représentant une égyptienne. Alors vous l'aurez deviné, ce projet ne verra jamais le jour, mais Bartholdi va réutiliser ses plans pour créer la Statue de la Liberté. Donc la Statue de la Liberté a des origines musulmanes. But we don't want fake news. Bad thing, very bad for our country. Et oui. En 1871, il fuit l'occupation des armées prussiennes de l'Alsace et s'exile aux États-Unis. Dans ses bagages, il emporte 2 modèles de statues et des lettres d'introduction d'Édouard de Laboulé. Alors il va essayer de convaincre les Américains de financer son projet et il en profite aussi pour rechercher l'emplacement idéal dans le chenal qui mène au port de New York. À Philadelphie, l'Union League Club, un réseau de gens influents, très riches et libéraux, s'enthousiasme pour le projet. Mais à Washington, le président Ulysse Grant reste indifférent. De plus, quand Bartholdi rentre en France après la Commune, le gouvernement tiers a d'autres chats à fouetter. Il faudra donc attendre 1875 car la France est en pleine effervescence républicaine avec l'écriture de la Constitution de la Troisième République. Laboulé en profite donc pour lancer le projet et demande à Bartholdi de le terminer 1 an plus tard, en 1876, pour le centenaire de l'indépendance américaine. Autant dire que ce n'était pas gagné. Il lance alors une collecte de fonds, il va réunir assez rapidement 400 000 francs, mais le devis au final atteindra les 1 million. Avec cette somme, Bartholdi lance alors les travaux. Il en profite pour lancer la création des 300 plaques de cuivre qui vont permettre de recouvrir toute la statue. Elles seront fabriquées dans les fonderies Gagé, Gauthier et compagnie qui avaient très bonne réputation car ils avaient couvert les dômes de l'Opéra de Paris et ensuite construit une partie des conduites d'eau de Paris. Alors comment se passe la construction ? Tout d'abord, on fabrique une structure en bois sur laquelle on vient appliquer le plâtre. À partir de ces bouts de statue à l'échelle, on fabrique un gabarit en bois. C'est un travail de menuisier très long. Ensuite, on place les plaques de cuivre dessus et on les martèle à la main. Bien entendu, la statue ne fut pas prête pour 1776, car Bartholdi n'avait réalisé qu'un bras. Par contre, quel bras ? Parce que c'était celui qui tenait la torche. Il le présenta donc à l'exposition universelle de Philadelphie. Il en profita pour faire payer la montée au niveau de la flamme. Des photographies, des affiches, des maquettes de la statue furent vendues pendant l'exposition qui serviront à finir de financer les travaux. Elle fut conçue par Viollet-le-Duc, qui était l'ingénieur principal avant de quitter le projet. Avant qu'il meure. Avant qu'il quitte malheureusement le projet, puisqu'il va un petit peu décéder le monsieur. Et petit à petit, la statue va s'installer dans l'imaginaire collectif des Français, car régulièrement, les journaux publient les nouvelles de la construction de la statue. La tête sera révélée au public lors de l'exposition universelle de 1878 à Paris sur le Champ de Mars. Et bien sûr, les visiteurs payent pour se hisser sur la tête de la statue. De qui Bartholdi s'est-il inspiré pour créer ce visage ? Une étude récente estime que c'est l'américaine Sarah Koblenzer, future épouse de son ami Adolphe Salmon, qui a servi de modèle. Des documents montrent comment elle a posé pour lui à Paris au printemps 1875 lors d'un voyage en Europe.
Alors Bartholdi a probablement fait la synthèse de plusieurs visages féminins, mais quand même le visage plutôt néoclassique de Sarah Koblenzer ressemble quand même à la statue, et j'ai dit 2 fois quand même, mais c'est pas grave, je le garde quand même. Bon, je me suis déplacé, j'avais le crâne qui commençait à chauffer. En 1879, après la mort de Viollet-le-Duc, Gustave Eiffel prend le relais en tant qu'ingénieur en chef. Il résoudra le problème des vents violents qu'il y a dans la rade de New York, tout simplement en transposant son savoir-faire sur les ponts à la statue. Il mettra au point un squelette souple fixé à un pilier central, alors que Viollet-le-Duc voulait faire la structure maçonnée. L'armature est construite à Levallois-Perret, dans les ateliers Eiffel. Et comme elle devient vite le bâtiment le plus haut de Paris, Bartholdi décide de la faire visiter aux Parisiens. Il n'y a pas de petit profit. En 1882, 7 ans après les débuts des travaux, l'assemblage commence enfin et durera 2 ans. Le chantier reçut la visite de nombreuses personnalités, dont le président de la République Jules Grévy et Victor Hugo, qui la qualifie de gage de paix permanent. Elle sera présentée officiellement à l'ambassadeur américain Levi Morton le 4 juillet 1884. Elle sera ensuite démontée en 1885. Les pièces de la statue sont alors rangées et numérotées dans 212 caisses. Direction la baie de New York. Le bateau sera accueilli en fanfare dans le port le 17 juin 1885, mais comme les travaux du socle ont pris du retard, toujours à cause des financements, la statue attendra dans les caisses pendant 1 an. Il fallut que le directeur du journal Le New York World, Joseph Pulitzer, s'en mêle en critiquant l'incapacité des riches américains à financer le socle pour que l'argent se mette à arriver. Il sera donc achevé en 1886. L'architecte Richard Morris Hunt s'est inspiré du socle du phare d'Alexandrie pour le réaliser. Au cœur du socle, 2 séries de poutres rattachent directement la base de la structure interne, imaginée par Gustave Eiffel, de façon à ce que la statue ne fasse qu'un avec son piédestal. Le socle terminé, la statue fut assemblée en 7 mois. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour que le rêve de Bartholdi se réalise. Le 28 octobre 1886, il assiste enfin à l'inauguration de la statue, entouré d'1 million d'Américains en liesse. L'industriel Gagé, lui, a eu l'idée de fabriquer des petites répliques qu'il offre aux passants. Un immense succès qui serait à l'origine du mot « gadget ». Mais, passé l'euphorie de l'inauguration, les autorités ne vont pas entretenir la statue durant de nombreuses années. Du coup, dès le début du XXe siècle, la statue est dans un sale état. Certains rapports disent qu'elle menace de s'effondrer. On dut renforcer le socle et repeindre l'intérieur, et on en profita pour installer un ascenseur. Le 30 juillet 1916, des espions allemands font sauter un dépôt d'armes sur Black Tom Island, non loin de la statue. Les dégâts furent importants. Des centaines de rivets cédèrent. En 1924, la statue est déclarée monument national et l'île devient un parc national. D'importants travaux d'aménagement furent alors entrepris. Nouveau quai, digue autour de l'île, nouveau bâtiment pour l'accueil des touristes, remplacement partiel des poutres de la structure. Les travaux durèrent de 1937 à 1941 et reprirent après-guerre. En 1984, les plus importants travaux de rénovation débutèrent. La statue fut recouverte d'échafaudage jusqu'en 1986, on changea la structure interne par des poutres en acier inoxydable et l'on rénova la structure externe. On en profita aussi pour changer la torche qui était dans un sale état. On peut la voir désormais dans le nouveau musée au pied de la statue. Tout ça pour la modique somme de 62 millions de dollars. Ainsi, la statue aura fait peau neuve pour fêter ses 100 ans d'existence. Et pour terminer, quelques chiffres. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, j'ai oublié de tourner la conclusion sur place. Donc j'anime une photo de moi. Au moins je peux faire ça. Wouh ! Cool, non ? Je disais donc, et pour terminer, quelques chiffres. La statue fait 46 mètres de haut, mais 93 avec son socle. Sa tablette fait 7 mètres 19, son bras droit 12 mètres 80, et son visage mesure un peu plus de 3 mètres. L'ensemble, socle plus statue, pèse environ 220 tonnes. La statue a coûté 500 000 $, soit environ 8 millions d'euros. Il a fallu aux ouvriers des ateliers Gagé qui ont martelé les plaques de cuivre 18 300 marteaux. La statue a servi de phare pendant des années et on pouvait voir l'éclairage jusqu'à 39 km de distance. Lorsque les vents dépassent les 80 km/h, la statue bouge de 7 cm et sa torche peut bouger de 12 cm à son sommet. I'll make a brand new start of it.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo en extérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à la partager. A très bientôt et surtout, restez curieux.